pour son intervention et je l'invite, comme tous les autres, à être très respectueux du temps de parole. Il y a beaucoup d'interventions et les organisateurs m'ont demandé d'être impitoyable. Je vais donc sortir mon arme fatale. Vous avez la parole. Ça tombe bien, je n'ai pas forcément énormément de choses à exprimer. Concernant la départementalisation, je pense que l'intérêt, c'est plutôt d'essayer de poser quelques problèmes et quelques jalons, puisque la réflexion se nourrira pendant toute la journée. Donc, du point de vue qui est celui du politiste, je pense que la départementalisation, on peut l'aborder sur plusieurs aspects. Il y a la question des échelles, échelle spatiale d'abord. Parce que quand on lit le débat du point de vue de la Réunion, on a souvent l'impression que c'est un débat qui a concerné surtout la Réunion. En réalité, c'est un débat qui concerne l'ensemble des anciennes colonies, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, mais qui concerne au-delà l'ensemble colonial français, donc aussi les départements d'Algérie et par ailleurs l'ensemble des territoires coloniaux. Le débat sur la départementalisation, en effet, il s'insère dans une séquence où c'est toute la question du devenir de l'empire colonial après-guerre qui se trouve posée. En particulier, la France est sortie d'une défaite majeure, celle de 1940, elle doit se reconstruire en 1945. Un certain nombre de territoires ont connu des crises, c'est le cas de l'Algérie, c'est aussi le cas de l'Indochine, il y a un mécontentement croissant, donc il y a la question de savoir comment on peut rénover la politique coloniale, comment en particulier on doit faire une place nouvelle aux colonisés. La question en fait de la citoyenneté coloniale est une question récurrente à l'occasion des débats qui se tiennent à l'Assemblée constituante de 1945 et c'est ce qui va accoucher de l'Union française avec l'idée d'une citoyenneté au moins locale. Donc il y a ce premier débat et la question du devenir des vieilles colonies s'inscrit aussi dans ce débat. On ne va pas s'y attarder. La deuxième question des échelles, c'est la question des échelles temporelles. Du point de vue de l'historien, et du point de vue du politiste qui s'est intéressé à des questions de citoyenneté dans les colonies depuis le XIXe siècle, la départementalisation, elle est tout sauf une surprise. Parce que, d'un certain point de vue, le geste majeur, le geste fondateur, il a été réalisé presque 2 siècles auparavant, 1 siècle et demi auparavant, au moment de la Révolution française. Il a été réalisé par la Convention quand elle a décidé de l'assimilation des territoires coloniaux qui restaient à la France à cette époque, parce que c'était aussi le moyen d'abolir définitivement l'esclavage. L'assimilation juridique des anciens territoires coloniaux, Guadeloupe, Martinique, Réunion, faisait que, du coup, le droit français s'y appliquait. L'un des principes majeurs qui avait été acté dès la monarchie, c'est que le sol de France rendait libre. Donc, de ce point de vue, l'esclavage n'était plus acceptable. Donc c'était aussi un instrument d'émancipation des esclaves. Donc il y a eu ce premier geste fondateur qui n'a cessé d'être repris par les différents régimes républicains qui se sont succédés. Et on peut dire que là, il y a une ligne de clivage très forte qui se dessine entre régimes républicains qui se réclament de l'émancipation et qui feront toujours le choix de l'assimilation, même s'ils y mettent des correctifs, et les régimes anti-républicains qui feront au contraire plutôt le choix d'une spécialisation législative. C'est le cas par exemple de la réaction bonapartiste qui ressort des anciennes colonies de l'ensemble français. Donc sur le long terme, le fait que la départementalisation soit votée en 1946, ce n'est pas véritablement une surprise. Gaston Monnerville, qui est l'un des orateurs qui est intervenu à l'occasion du débat, parle d'évolution naturelle. Et de ce point de vue, il reçoit très largement l'assentiment de l'Assemblée constituante. Donc là où le combat politique va se nouer, en réalité, ce n'est pas spécialement sur la question de la notion de département qui va être accordée sans trop de difficultés, sans trop de débats aux vieilles colonies. La question, c'est des conséquences qui s'y trouvent attachées. Le débat véritable, en fait, c'est celui de savoir si la départementalisation est une départementalisation authentique sur le plan juridique qui entraîne tous les effets d'assimilation qui s'attachent normalement à cette notion. Ce qui veut dire qu'a priori, les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale s'appliquent automatiquement au département. Or, sur cette question, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois ici ou là, 1946, c'est un échec majeur. En effet, l'article 3
de la loi de départementalisation porte que l'application des lois qui sont votées feront l'objet d'une mention spéciale. Et tout le combat qui a été mené par les députés des Outre-mer, Césaire, Monnerville surtout, qui est celui qui monte le plus au créneau, c'est justement d'éviter qu'il y ait l'insertion de ce morceau de texte, parce que ça change complètement le sens de la départementalisation. Ça veut dire que là, chaque fois, le législateur devra mentionner que les textes adoptés par l'Assemblée nationale s'appliquent. Ce qui veut dire qu'en réalité, le régime d'exception qui était celui qui s'appliquait aux départements, enfin aux vieilles colonies, continue de s'appliquer à quelques nuances près. Donc une défaite importante sur le court terme qui, sur le moyen terme, va s'avérer malgré tout être plus féconde, puisque la notion de département, elle rend encore plus évidente que l'assimilation est l'horizon logique d'un processus pluriséculaire. Mais il faudra un certain nombre de luttes. L'autre chose qu'il faut, je pense, noter, c'est que cette succession de réformes dans le temps, elle suscite évidemment des résistances de la part d'un certain nombre d'administrations. L'administration coloniale n'est pas forcément très favorable à la départementalisation. Elle suscite aussi éventuellement des résistances internes au sein des futurs départements d'outre-mer. Tous, en effet, ne sont pas favorables, enfin au sein de ces départements, tous les acteurs sociaux, tous les agents sociaux et politiques n'y sont pas forcément favorables. Alors, il y a plusieurs raisons à ces oppositions. Il y a très clairement la crainte pour un certain nombre d'acteurs économiques en position de monopole de voir voir changer les règles du jeu. Et la crainte, dans la période 1945-1946, qu'un certain nombre d'opérateurs économiques et d'entreprises économiques soient nationalisés. C'est une demande qui est formulée par Aimé Césaire, et donc de ce point de vue, la départementalisation est regardée avec inquiétude. Mais un autre vecteur de crainte, d'inquiétude, c'est que les conseils généraux, qui existent déjà dans les vieilles colonies, disposent de pouvoirs spécifiques que n'ont pas forcément les conseils généraux en France. Et donc, parmi les orateurs qui prennent la parole à l'occasion de ce débat sur la départementalisation, il y a un Paul Valentino qui dit « mais ça serait vraiment dommage que les conseils généraux, à l'occasion de cette assimilation, perdent des pouvoirs autonomes qui leur permettent de faire des choses ». Et en particulier, il dit que si on veut réformer, introduire l'application des lois sociales, puisque c'est un des enjeux majeurs de ce débat, peut-être que ça serait plus aisé en passant par les conseils généraux, qui connaissent bien la matière et qui identifient bien les acteurs, plutôt que par l'État. Ces propositions seront rejetées, mais il y a là l'esquisse d'une proposition, sinon de décentralisation. Monnerville dit que c'est plutôt du fédéralisme. En tout cas, l'idée que les assemblées locales disposent d'une compétence particulière, d'une connaissance particulière du milieu, qui les met peut-être plus à même de gérer au plus près les difficultés spécifiques des vieilles colonies. Ce débat, il s'insère dans une question plus large, qui est celle de la spécificité coloniale, dont il est fait un usage tactique par l'ensemble des acteurs. Soit qu'on la nie, soit qu'on la minore, soit au contraire qu'on l'exagère, et pour des raisons là aussi très diverses. Ce qui est intéressant, c'est que au fil du temps, on s'aperçoit, si on se projette sur une période longue, c'est que ça peut justifier aussi bien l'autonomie que l'assujettissement, etc. C'est-à-dire que le même argument est utilisé dans des configurations tactiques tout à fait différentes au fil du temps. Donc la spécificité coloniale, ça permet de justifier de la part du ministère des colonies qu'il n'y ait pas assimilation. Marius Moutet insiste en particulier beaucoup sur le fait que les départements, les futurs départements d'outre-mer sont des régions de monoculture, que leur économie est structurellement fragile, qu'ils sont extrêmement pauvres, que les opérations économiques en particulier sont rendues extrêmement complexes et que la départementalisation va encore rendre les choses plus difficiles. Et donc, s'il est favorable au principe, il souhaite qu'en termes de conséquences et d'applications pratiques, qu'il soit donné un délai au ministère des colonies et à la France.
C'est l'opinion qui prévaudra au moment du vote, ce qui explique l'article 3. Pour d'autres, au contraire, il y a l'idée que la spécificité justifie une décentralisation accrue parce que bien mieux que l'administration de l'État, les acteurs locaux connaissent le terrain et sont capables de prendre les décisions qui seront les plus adéquates. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que de futurs autonomistes s'élèvent contre cette option en considérant que les acteurs locaux dominants sont les acteurs monopolistiques et que l'autonomie sera au contraire l'instrument du maintien de ces monopoles et de ces inégalités. Donc ce qu'on voit aussi, si on confronte les débats au fil du temps, c'est que les dispositifs institutionnels peuvent être investis d'enjeux, d'intérêts qui sont tout à fait contraires au fil du temps. Dernier élément de réflexion, c'est la question de la mémoire historique. Le débat de 1946, de ce point de vue, il est très intéressant. C'est-à-dire que quand Césaire prend la parole à la tribune, c'est lui qui a rédigé le rapport qui a d'abord été présenté à la commission de la France d'outre-mer. Il utilise un certain nombre de références pour justifier l'assimilation des départements. Il y a un aspect, on va dire, sentimental, qu'il insiste sur le patriotisme des ultramarins, le fait qu'ils ont, depuis la Révolution, sans cesse marqué leur fidélité à la France, qui est un aspect assez beau et assez émouvant. Et puis, il y a des dates, des références. Et parmi les références, il évoque, par exemple, le projet défendu par le sénateur Isaac et son collègue au Sénat de la Martinique, qui était déjà en 1890 un projet de départementalisation. Il y a un certain nombre de références qui sont évoquées. Il y a une référence qui est convoquée, qui est celle d'un vœu du Conseil général de la Guadeloupe de 1836. Et là, un député lui fait remarquer qu'en 1836, le Conseil général de la Guadeloupe, c'est un Conseil général élu au suffrage censitaire et qui souhaite la départementalisation parce que ça lui permet de conserver à l'époque la structure économique monopolistique de l'île. À l'inverse, Césaire fait complètement l'impasse sur la Convention. Il fait référence à la Constituante, alors que la Constituante n'a ni aboli l'esclavage et a maintenu le principe de spécialité législative pour éviter justement d'avoir à abolir l'esclavage. La Convention, l'œuvre conventionnelle qui est l'œuvre qui a vraiment entamé l'assimilation des départements, elle est complètement occultée dans le débat de 1945. On va évoquer la Constituante, on évoque 1848, Schœlcher, évidemment la grande figure, parce que c'est une figure qui fait unanimité, mais les événements qui sont clivants sont complètement passés sous silence. Donc là, il y a un usage, là aussi, très tactique, très stratégique de la mémoire historique qui est très significatif. 1945, l'Assemblée constituante, le premier représentant, ce sont le Parti communiste français, qui n'est pas sans éveiller des inquiétudes dans une partie de la société française, mais qui n'a pas la majorité, qui est sur une ligne à l'époque très patriotique, qui défend une politique coloniale active, même s'il en appelle à sa rénovation, qui n'a pas encore rompu avec la majorité, ce qu'il fera plus tard. Donc les épisodes qui peuvent paraître les plus révolutionnaires de ce cas-là sont complètement effacés. C'est ce qui permet aussi d'avoir un discours consensuel qui est susceptible d'emporter le soutien du centre et de la droite de l'Assemblée. Voilà.